Good afternoon, bon après-midi, bonjour, bienvenue. Si vous voulez vous joindre à nous, Excellence, merci. Bon après-midi, bienvenue au CRDI. Mon nom est Jean Lebel, je suis le président du Centre de recherche pour le développement international. Good afternoon everyone, my name is Jean. Je m'appelle Jean Lebel, je suis le président du Centre de recherche pour le développement international. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui et nous avons trois invités. L'ambassadeur de la Mongolie, notre invité d'honneur Sergio Bitar et le président d'IDEA, M. Leterme. Alors, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation sur cette publication Transition démocratique. Il s'agit donc d'une publication. Excusez-moi, il y a un bruit dans la salle. Vous n'entendez pas de bruit? Je suis distrait par la friture. Is just over here? Okay, good. So I will have to do with the. Donc, il va falloir que j'endure. C'est 4000 Hertz à peu près. Donc, je recommence. M. Bitar est président de l'Institut chilien de la démocratie et il a aussi amorcé le dialogue interaméricain et il est éditeur et un très bon ami du CRDI. Sergio et son collègue Abraham Lowenthal, qui n'est pas ici aujourd'hui, ont publié une étude importante sur le rôle joué par les politiciens qui souhaitent passer à la démocratie après un régime autoritaire. Il s'agit de réflexions de leaders qui ont connu cette transition dans 9 pays. Protagonistes nous en apprennent beaucoup sur la manière dont des transitions démocratiques ont été effectuées et peuvent encore l'être dans un monde en pleine évolution et on en est témoin à tous les jours. Les succès et les échecs de chacune d'entre elles nous permettent de retenir des leçons importantes et révèlent de précieux renseignements aux politiciens et aux leaders de la société civile qui militent en faveur des sociétés démocratiques inclusives. Et peu de gens sont aussi bien placés que Sergio pour produire un tel ouvrage. Comme certains d'entre vous le savent, Sergio a été ministre au Chili sous 3 administrations, celle de Salvador Allende, où il a été ministre des Mines, puis emprisonné, puis exilé dans le sud du pays à Dawson Island comme prisonnier politique, et puis exilé aux États-Unis et au Venezuela, avant de revenir comme un des leaders du mouvement pour la démocratisation ou le renouveau démocratique du Chili. Il a par la suite servi comme ministre de l'Éducation sous la présidence de Ricardo Lagos, ainsi que ministre des Infrastructures sous le premier gouvernement de la présidente Bachelet. Il a non seulement été nommé ministre, mais il a aussi été sénateur durant 8 ans, donc il a occupé des fonctions où il a été élu. L'histoire de la vie et de la carrière de Sergio, ainsi que les réflexions que lui et M. Lowenthal ont consignées dans leur excellent ouvrage, m'inspirent tout particulièrement en tant que président du Centre. Leur travail illustre à la perfection le genre de travail que nous faisons dans plusieurs régions du monde. Et je donnais tout à l'heure, lors d'un lunch, cet exemple de l'Afrique du Sud où le CRDI, dans les années, début des années 90, a supporté de nombreuses recherches. IDRC in South Africa supported numbers of research. Le CRDI a appuyé beaucoup de projets de recherche qui portaient sur la transition à la démocratie après le régime apartheid. Nous commanditons des recherches
par exemple en ce qui concerne les institutions, la transition des parlements, la réforme du système judiciaire, les infrastructures, la gestion des eaux. Tout ce à quoi on peut penser, dont on a besoin dans une société démocratique, après de nombreuses années d'un régime qui excluait la grande majorité de la population. À notre surprise, lorsque Nelson Mandela a été élu en 1994, plus de la moitié du cabinet était constitué par des gens qui avaient été l'objet de recherches, qui avaient reçu des recherches du CRDI, des subventions de recherche, et donc ils ont fait la transition à la politique. Mais on ne veut pas vraiment créer des leaders politiques. Nous voulons aider les gouvernements à prendre des décisions, que ce soit une entreprise, un politicien, par un processus de recherche vigoureux. Et nous avons vu que cela a eu lieu aussi au Chili depuis 1970. Nous avons approuvé quelques 37 millions de dollars d'appui aux recherches et dans les années 80, sous la dictature de Pinochet, le CRDI était parmi les très rares donateurs pour les sciences sociales et peut-être même le seul. Et nous sommes très fiers de citer Ricardo Lagos. Il a dit que c'est le CRDI qui a permis de garder en vie cette possibilité de faire des recherches et d'avoir des idées. C'est une grande source de fierté dans notre organisation et cela prouve que le travail que nous avons fait en Afrique du Sud, au Chili ou ailleurs, plus récemment nous avons été très actifs au Myanmar, dans le cadre de notre projet de démocratisation, et nous favorisons des relations solides entre des gouvernements qui partagent les mêmes idées. Et donc, il va sans dire que nous avons marqué 75 ans de relations avec des relations diplomatiques entre le Canada et le Chili. Et merci, Monsieur l'ambassadeur du Chili et des nôtres. Lorsque nous marquons ce genre de pierre angulaire, nous célébrons aussi la fondation de notre relation, notre engagement pour la promotion de la démocratie dans le monde entier et de trouver des manières dont la sécurité, la justice et le bien-être social devraient être menés. Donc, il n'y a pas de meilleure occasion pour célébrer ce 75e anniversaire en invitant Sergio Bitar, qui va nous parler de façon détaillée de son expérience et de ses travaux. Et lorsqu'il s'est entretenu avec des leaders partout dans le monde, de pays qui ont connu cette transition. Yves Leterme est secrétaire général du Centre international pour la démocratie et c'est une organisation qui a été créée il y a 21 ans et qui est constituée par un groupe de 38 pays, je pense? Non, 28. L'organisation a lancé ce projet et je vais lui céder la parole dans quelques minutes. Il pourra vous dire quelques mots. Yves, je pense, a appuyé du travail très important pour la démocratie, l'appui au changement démocratique, des études comparatives, l'aide à la réforme démocratique et la création de nouvelles politiques. Donc, à bien des reprises, le CRDI a appuyé IDEA, donc contre 28 membres pays. Et cette année, c'est avec grand plaisir que la Mongolie a été élue comme ou à la présidence du conseil d'administration. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur de la Mongolie au Canada, M. Alkan Geren. Et nous allons commencer par entendre quelques réflexions de M. Alkan Geren.
Monsieur Sergio Bittard, secrétaire général, Monsieur le Président, Jean Lebel, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais prononcer quelques paroles pour partager mes réflexions et vous remercier de m'avoir invité à cet événement spécial. J'aimerais remercier sincèrement l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale pour avoir organisé ce lancement. J'aimerais féliciter Sergio Bittard et Abraham Lowenthal pour avoir partagé leurs réflexions sur les chefs d'État ont connu une transition démocratique. Il y a 36 ans, la Mongolie a décidé d'appliquer la primauté du droit, des institutions démocratiques et une nouvelle société. Donc, nous avons eu une bonne transition à une démocratie et nous avons aussi institué des droits et des libertés. C'était la première fois que cela se produisait dans la région. Nous étions entièrement démocratiques et libres. Depuis, nous avons eu 6 élections. La Mongolie est un exemple, un modèle à cet égard dans notre région. La Mongolie a adopté sa première constitution en 1992 et a établi un système électoral indépendant. Nous avons un cadre électoral et la Mongolie peut donner de l'exemple aux autres pays à cet égard dans la région. Donc, nous sommes ravis de partager nos réalisations et nous voulons renforcer les initiatives. International IDEA. Pour mieux assurer cette présidence, la Mongolie a choisi les sujets thématiques et a planifié les événements importants pour cette période. Le sujet phare, les leçons de transition démocratique, n'a pas été choisi par hasard. C'est justement afin d'animer les dialogues et les échanges sur les expériences vécues des valeurs démocratiques. Pour mon pays, cette présidence offre une grande opportunité de partager notre expérience unique de transition démocratique qu'elle a accumulée durant 26 ans. La Mongolie partage cette expérience avec les nouvelles démocraties comme Myanmar, le Kyrgyzstan et l'Afghanistan afin de soutenir leur développement démocratique en améliorant leur cadre juridique et le système électoral. Il y a 2 semaines, l'atelier sur le thème de la transition démocratique a été organisé en Mongolie et cela a été un des premiers événements que nous avons organisé dans le cadre de cette présidence et a montré comment la Mongolie, encore jeune démocratie, partage ses passés démocratiques avec d'autres nations asiatiques. D'autres réunions, d'autres forums et rencontres sont prévus avec des organisations internationales à New York, à Genève. Le forum démocratique sera organisé à la fin de l'année à Stockholm. Le lancement du livre d'aujourd'hui est un événement parmi tant d'autres qui vont appuyer les transitions démocratiques, conversations avec des leaders internationaux. Ce livre porte sur les sacrifices qu'il a fallu faire pour la démocratie et la liberté et montre comment les transitions démocratiques dépendent de nombreux facteurs intérieurs et extérieurs. Le livre a été publié dans plusieurs langues et a été bien reçu par de grands penseurs en démocratie. Je compte sur le plaisir de distribuer dans un avenir prochain. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer la démocratie parce que nous y croyons. Merci. Et maintenant, j'aimerais inviter M. Yves Leterme, le secrétaire général de IDEA, à venir nous dire quelques mots. Yves, please.
Thank you very much, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. Je serai assez bref puisque je suis le dernier obstacle entre maintenant et le véritable conférencier de l'après-midi. Mais je vais commencer par dire merci. D'abord, un merci spécial au Canada. Je suis né à Ypres et j'ai passé beaucoup d'années dans mon pays et j'ai vu que nous étions côte à côte avec vos leaders, votre peuple, et maintenant nous avons le Canada dans notre communauté d'États membres qui mérite beaucoup de respect pour votre engagement. Alors, merveilleux pays, merveilleuse population. Merci à Jean Lebel. Mon pays a été créé par Philippe Lebel. C'est un petit peu différent. Et peut-être que dans ma vie personnelle, Jean Lebel pourra jouer un rôle positif. Je dois dire que nous sommes très heureux. Par le Centre de recherche pour le développement international, je ne crois pas qu'on puisse imaginer un meilleur partenaire pour lancer ici au Canada ce livre. Nous nous sommes rencontrés, Monsieur le Président, Jean, je crois, il y a 2-3 mois. Et là, nous sommes là ensemble avec Madame Choquette, canadienne, mais qui travaille chez nous à Stockholm et qui restera là, qui ne reviendra pas aussi vite au Canada. Mais nous sommes là pour lancer ce livre et avoir des conversations avec les responsables de votre gouvernement. Merci pour faciliter ces rencontres. And of course, last but not least, now already. Et enfin, un grand merci à Serge Bittard. Nous ne connaissions pas auparavant, avant de s'être rencontrés dans le cadre de IDEA, mais j'aimerais témoigner de mon respect pour votre travail, votre engagement personnel tout au long de votre vie personnelle et politique et pour le rôle clé que vous avez joué en ce qui concerne ce livre. Et c'est peut-être une note en bas de page, mais pas pour l'histoire. C'est quelque chose qui a fait la différence, toute la différence pour votre pays, et ça a été un des meilleurs exemples de transition démocratique en Amérique latine et aussi à l'échelle mondiale. C'est à votre crédit. Alors, merci pour cela. En plus de dire merci, j'aimerais dire quelques mots au sujet de IDEA, qui compte près de 29 membres, parce que le Brésil est sur le point de se joindre à nous dans quelques semaines. IDEA porte sur les processus démocratiques, l'adoption de constitutions, l'aide aux processus électoraux et nous voulons aussi toujours avoir une interaction mutuelle entre le développement et la démocratie. Nous avons des bureaux à Stockholm, mais aussi ailleurs, et nous travaillons grâce à nos États membres de 160 à 70 personnes qui travaillent pour IDEA International. Le livre a été lancé par mon prédécesseur, donc je n'ai pas de mérite à être ici devant vous. C'était Fidel Helgesen, qui est un ministre norvégien, mais je suis devenu secrétaire général en 2013. Donc, outre les recherches théoriques et scientifiques et l'utilisation des aspects techniques et des approches scientifiques en ce qui concerne les transitions démocratiques, nous voulions avoir une collection de témoignages ou un recueil de témoignages qui portent sur les constitutions, les élections, de la part de personnes qui ont vraiment fait la différence. Donc, avec les auteurs, ils ont choisi ensemble 9 pays, l'Indonésie, les Philippines, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mexique, les Philippines, la Pologne et l'Espagne. Nous avons beaucoup de connaissances et de préparations qui avaient déjà été faites, qui ont été envoyées à Serge Bittard, et donc il a interviewé des personnes clés, d'abord Mbeki à M. Kwasniewski de la Pologne. Et donc, finalement, il a déterminé ce qui avait fait la différence, ce qui avait permis de réussir dans ces transitions démocratiques, les défis et parfois les échecs, afin de
d'être utile en ce qui concerne les futures transitions démocratiques, parce que ce n'est pas quelque chose qui est statique, mais qui évolue constamment. Et donc, il est important d'utiliser les leçons de l'histoire. Et donc, c'est un des objets du livre. C'est aussi un objectif d'IDEA. Et nous sommes en train de réfléchir à ce que nous pourrions faire comme recherche future pour appliquer ces connaissances et l'appliquer dans de nouveaux pays. En fait, on le fait déjà. On l'a fait, par exemple, au Myanmar, au Bhoutan, au Népal, en Bolivie. Tous des pays qui sont aux prises avec la transition démocratique. Je vous ai promis d'être bref. Je suis ancien politicien, donc je vais quand même tenir mes promesses. Et j'aimerais faire un grand saut par rapport au discours qui a été préparé. Nous avons un texte qui nous a été envoyé par Montsev Matsuki. J'étais censé l'utiliser la semaine dernière à Paris. Et ça fait aussi le pont entre le contenu du livre et ce qui se passe à l'heure actuelle partout sur la planète, ce qui comprend Bruxelles, ma nation à moi. Je vais citer le président de la Tunisie qui a signé la préface, et je le cite. C'est en français. J'espère que ce ne sera pas un problème. Sans vouloir paraître pessimiste ou alarmiste, laissez-moi, ancien président de la Tunisie, à un moment historique de ce pays, laissez-moi aussi exprimer mon inquiétude quant à l'avenir de la démocratie, aussi bien là où elle s'installe que là où elle est déjà installée depuis longtemps. Jusqu'à présent, nous avons toujours opposé démocratie et dictature. Eh bien aujourd'hui, cette opposition entre démocratie d'une part, dictature d'autre part, me paraît obsolète. Elle me paraît dépassée. Tout ce que nous avons appris ces dernières décennies, sans toujours vouloir en tirer les conséquences et les conclusions nécessaires, est que la dictature est en fait à la fois la mère et la fille du terrorisme. La mère parce qu'elle engendre, par sa corruption et son injustice, elle engendre le terrorisme, mais d'autre part elle s'en nourrit en se présentant elle-même comme la réponse à sa violence et son inhumanité, mais par une plus grande violence encore et une plus grande inhumanité. Et la question clé aujourd'hui est la suivante, Montsev Matsuki, la démocratie viendra-t-elle à bout du terrorisme ou le terrorisme viendra-t-il à bout de la démocratie? Car en effet, il faut bien mesurer ici l'interdépendance croissante entre démocratie installée, historique, et les nouvelles démocraties, les démocraties en voie d'installation, les pays qui sont en transition vers la démocratie. Si dans les premières, les démocraties installées, qui restent pour le moment l'exemple à suivre, les réflexes sécuritaires l'emportent, doivent l'emporter sur les droits et les libertés, eh bien les démocraties naissantes seront soumises à des pressions plus fortes et ne pourront faire que le pareil. Si de leur part, les démocraties naissantes tombent sous les coups conjugués du terrorisme et des idéologies antidémocratiques, nos pays deviendront encore plus des sources de violence et d'instabilité, entraînant les démocraties installées vers plus d'autoritarisme et d'enfermement, sans parler de la concrétisation de cette menace tant redoutée, la guerre des civilisations. Et il conclut, and he closes, devant un tel danger, menaçant à la fois la paix, la liberté et la fraternité entre les peuples, il nous faut urgemment une démarche commune, une réflexion commune entre démocraties à stades divers de développement pour traiter naturellement en commun la question du terrorisme. I think it's food for thought, and for me it's a good bridge between the... Je pense que c'est matière à réflexion et je pense que ceci m'amène tout naturellement à vous présenter M. Sergio Vitale. Merci.
Merci, Monsieur le Secrétaire général. Sergio, I think the floor is now. Sergio, je pense que vous avez la parole maintenant. Nous allons entendre votre présentation et ensuite nous allons passer à la période de questions avec l'auditoire. C'est un grand plaisir de vous accueillir, de vous revoir. Alors, allez-y. Merci. Thank you, John. Well, I have first to. Merci. Eh bien, je dois remercier Jean de sa générosité dans son invitation et aussi remercier Monsieur Le Terme de son accueil. Il a été un ministre en Belgique, donc merci beaucoup pour ces gentils mots. Messieurs les ambassadeurs sont ici aussi et j'aimerais remercier tout le monde qui est ici parce que venir à une réunion sur la démocratie et les transitions, ça veut dire que vous aimez ce sujet et que vous êtes engagé activement. Alors, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un livre qui traite du passé, c'est un livre qui traite de l'avenir. Parce qu'en fait, ce que nous avons fait, et ce que Helge Senas a mentionné, cet ancien président de l'IDEA, et lui-même, il voulait au début préparer ceci pour donner de l'énergie au printemps arabe. Et je me souviens, lorsque j'étais à Washington, après que nous ayons quitté le gouvernement en 2010, et le président de l'Institut national pour la démocratie m'a appelé, il m'a dit « Moubarak est tombé, j'aimerais que vous vous rendiez en Égypte et que vous discutiez avec les partis là-bas. Nous avons un bureau là-bas, discutez avec eux et expliquez-leur comment vous avez perçu la transition démocratique. Vous avez vécu votre propre transition et il y en a eu beaucoup d'autres. Donc nous nous sommes rendus là-bas. Et je me suis immédiatement rendu compte que chaque fois qu'on rendait visite à un leader d'un parti politique en Égypte et que mes amis américains commencent à parler, les leaders égyptiens ne voulaient plus parler. Ils n'aimaient pas les Américains. Ça, je m'en suis rendu compte. Et donc, je dois vous dire que nous aussi, on ne les aimait pas tellement parce que ces gars-là, Nixon et les autres, c'est eux qui ont appuyé le coup militaire en Chili. Moi, j'étais emprisonné. Les autres gars disaient, combien de temps est-ce que vous étiez en prison? 1 an seulement. Ben, moi, j'étais en prison 5 ans. Donc, on a commencé à discuter avec les Égyptiens. Et là, on a vu qu'on avait certaines expériences en commun. Mais je me souviens que mes premières impressions, c'était que c'était impossible. Chaque leader n'avait pas un parti. Chaque leader pensait avoir un parti, mais n'en avait pas. Et chacun d'entre eux voulait devenir président. Donc, ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une coalition ou un parti ou vraiment la base. Alors, on a créé une coalition. On leur a dit ça. Presque toutes les transitions ont exigé des transitions, mais moi, des coalitions plutôt. Mais j'ai eu l'impression que ça ne marchait pas ici. Alors, un de mes collègues était très rigide. Il a dit « Ah, j'ai un doctorat en théologie ». Alors, peut-être parce qu'il avait un doctorat en théologie, il est rigide dans ses idées politiques. Mais j'ai écouté plus attentivement, c'était pas théologie, c'était géologie. Mais il y avait aussi des députés. Et les députés que j'avais rencontrés au Parlement, ils parlaient de politique et pas de religion. Alors on s'est rendu compte que beaucoup de gens se servaient de la religion pour défendre leur propre position politique, mais ce n'est pas une question de religion, c'est une question de politique. Ensuite, quand on est arrivé à Stockholm, je me souviens que l'Institut s'est posé la question, on a discuté, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait aider ces gens-là. Alors on voulait les aider en analysant les transitions dans plusieurs pays, pas seulement dans un pays ou une région comme l'Amérique latine. Ah, Joanne, je ne vois pas la télécommande. Ah, voilà. Merci. Donc, il a dit, eh bien, moi, j'aimerais entendre parler les présidents qui ont vécu ces transitions. Parce que c'est eux qui ont eu toutes ces expériences. Pourriez-vous faire ça pour nous? Alors, allez là-bas et discuter avec ces présidents, analyser chaque transition, comprendre
comment ça s'est passé pour avoir une idée de ce qu'ils avaient fait et bien comprendre les détails de tout cela. Bon, c'était pas facile, mais j'ai pensé que ça pourrait être quelque chose de très intéressant à aller voir. Voilà les pays qu'on a visités et les présidents qu'on a interviewés. Pour interviewer chacun d'entre eux, il nous fallait avant bien étudier la transition. On ne voulait pas poser de questions stupides parce que là, personne ne voudrait nous répondre. Donc, on a dû le faire. Donc, on a aussi contacté un expert dans chaque pays qui pourrait nous aider. Et ce sont eux qui ont écrit chaque chapitre indépendant sur chaque pays. Là, nous avons 2 amis ici du Mexique, alors je leur ai dit qu'ils devraient lire le chapitre sur le Mexique. L'ancien président du Mexique, Cedillo, qu'on a interviewé, c'était très difficile d'obtenir qu'il vienne nous parler. C'était la première interview au sujet de son gouvernement. Et ce qui est arrivé au Mexique, ce n'était pas exactement une transition, c'était un changement parce qu'il y a des élections au Mexique. Ce n'était pas une dictature. Mais on a beaucoup appris. Les Vénézuéliens s'intéressent beaucoup à ce qui s'est passé au Mexique parce qu'aussi ils ne sont pas dans une transition, mais ils ont des problèmes dans leur installation de la démocratie. Donc, on a fait ceci. Et on a créé un texte qui va combiner des pratiques et des expériences avec des sciences politiques. Mon co-auteur est un spécialiste en sciences politiques et donc on nous avait dit que notre base n'était pas assez scientifique, on n'avait pas assez mesuré les choses, donc on a décidé d'essayer d'écrire quelque chose qui serait utile pour les chercheurs et les étudiants, mais qui serait surtout utile pour les leaders qui sont en train de lutter pour la démocratie ou pour la transition démocratique. Donc il y a une introduction dans chaque chapitre pour les gens qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans cette transition. Aussi un calendrier pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Il y a une petite biographie de chaque président, une discussion du leadership aussi et des recommandations pour d'autres articles à étudier. Alors moi aussi, ce que j'aurais beaucoup aimé quand on a commencé à lutter contre notre dictature, avoir pu lire un livre comme celui-ci, de savoir ce que les autres avaient fait, de voir les différentes possibilités qui existaient. Mais notre plus grand problème, c'était de savoir si on pouvait, dans toutes ces situations différentes, identifier des points en commun ou est-ce que chaque récit est différent. Donc, on a travaillé très fort et on a trouvé des situations récurrentes qui se manifestaient de façon différente dans chaque cas, mais c'était des points communs. Donc, des choses qui pouvaient aider les gouvernements. Comme Jean l'a dit, par exemple, dans notre cas, le CRDI qui soutient des groupes de réflexion aussi de donner l'asile aux gens dans les ambassades, protéger les droits démocratiques, protéger les leaders démocratiques, c'est très, très important. Probablement que vous ne vous rendez pas compte de l'importance que cela a quand vous prenez une telle décision, mais ça aide beaucoup les gens là-bas, ça les encourage beaucoup. Et il y a cette protection physique. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose que l'on doit faire. On a aussi ajouté un chapitre sur les femmes. La question était, comment est-ce que les femmes ont participé dans ces transitions? Et qu'est-ce qui leur est arrivé après du côté des droits des femmes, de l'égalité entre les sexes, la participation des femmes en politique une fois que la démocratie s'est installée. Et ça, c'était très important parce que nous avons interviewé les femmes dans ces différents pays, les femmes qui ont joué un rôle dans ces transitions, mais ça nous a donné des idées très intéressantes pour les femmes qui luttent pour avoir plus de droits sur comment aborder cette question. Alors, la question que nous avons posée à tout le monde, est-ce que vous
vous avez étudié les expériences des autres quand vous étiez dans cette situation? Et la réponse qu'on a eue de chacune de ces personnes, c'était non. Par exemple, au Chili, on a fait référence à l'expérience de l'Argentine et du Brésil. Ça n'a pas fonctionné en Argentine pour des raisons économiques. Et au Brésil, le premier président qu'ils ont élu est mort avant d'accéder au pouvoir. Alors, je crois que pour tout leader qui fait face à cette situation, ça pourrait être très utile. Et c'est aussi utile pour les organismes internationaux qui veulent venir soutenir ces processus. Alors, quelles sont nos conclusions principales? Premièrement, nous avons déterminé 4 grands types de défis communs. Donc, il y a la transition démocratique, comment réunir les forces, comment lutter pour mettre fin au régime autoritaire. Quand on gagne, ce n'est pas vraiment une victoire, c'est plutôt une négociation, la transition démocratique, normalement. Comment gérer le transfert du pouvoir pour ne pas tout perturber et aussi comment institutionnaliser le processus. Et ensuite, on s'est demandé quelles sont les plus grandes leçons qu'on pouvait en tirer. La première chose qu'on a appris dans tous les cas, c'est qu'il fallait avancer progressivement, très progressivement. C'est important parce que quand on est sur les lieux, on voit que cette petite mesure qui semble être marginale était vraiment quelque chose de crucial et était une grande étape, même si ça ne paraissait pas. Par exemple, la discussion en Afrique du Sud au sujet de la constitution provisoire, ça semblait comme un très petit pas à l'époque, mais maintenant on voit les gens qui vont critiquer ces transitions, qui vont dire vous n'avez pas eu assez de courage, pourquoi est-ce que vous l'avez négociation de cette façon-là, pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait différemment, comme si on pouvait tout résoudre d'un coup. Alors, on doit se rendre compte que les leaders doivent discuter, est-ce que je dois attendre et essayer d'en obtenir plus ou est-ce que je devrais simplement progresser tranquillement et ensuite créer un plus grand espace. Et donc, il y a une phrase qui est assez... qu'on trouve dans le livre, c'est le président Elwin qui a dit que je ferai dans la mesure du possible. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que ces gars ne veulent pas faire ce qu'ils peuvent, mais seulement ce qui est possible. Mais qui décide de ce qui est possible? Et leur vision est que oui, on fait notre possible et ensuite on va passer à la prochaine étape de possibilités. Donc, je dirais que c'est une chose très importante. Deuxième chose, lorsque vous vous battez contre un régime autoritaire ou une dictature, il y a beaucoup de problèmes, de griefs, de violations des droits de la personne. Mais vous vous battez contre eux à cause de toutes ces choses-là, mais ce n'est pas suffisant. Dans tous les cas, il y a une vision. Les leaders projettent une vision positive de l'avenir. Donc, ils doivent dire, et nous avons une phrase ici qui le traduit bien, c'est qu'on peut bâtir un meilleur avenir, on peut accéder à la liberté pour que les gens pensent qu'ils vont avoir un avenir meilleur au lieu d'obtenir une vengeance ou de sanctionner ce qui était mauvais par le passé. Un troisième élément qui est ressorti, c'est que les leaders passent beaucoup de temps à conclure des coalitions, des ententes avec d'autres forces démocratiques. Bien souvent, elles sont divisées. Les partis se disputent entre eux et les mouvements sociaux sont un peu déconnectés. Donc, c'est toute une tâche
que de rassembler les partis politiques tout en connectant les mouvements sociaux pour que tout soit synchronisé et pour qu'on puisse concentrer suffisamment de force pour faire pression sur le gouvernement et donc et assurer la mobilisation sociale. Dans tous les cas, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas mobiliser les autres si on n'a pas de force soi-même. Donc, on le fait grâce à la mobilisation sociale parce qu'on se bat ensemble. Alors, c'est un élément crucial. Donc, des coalitions de travailleurs, d'étudiants, de femmes, de mouvements de droits de la personne, d'églises. Dans bien des cas, l'Église a joué un rôle très important. Au Brésil, ça a été très important. En Pologne aussi. Parce que la nation polonaise est étroitement liée à l'Église. C'est une source d'union et de communauté. Et je dirais aussi que l'autre gros problème, et c'est très difficile à réaliser, c'est protéger et créer des espaces de dialogue. Dans tous les cas, à la fin, lorsque le peuple se rend compte qu'il ne peut pas agir seul et qu'il va s'enliser autrement, et si vous pensez que votre ennemi est horrible et c'est réciproque. Mais une fois que vous commencez à vous parler, vous voyez le visage et vous créez un climat de confiance. Et vous créez une communauté d'intérêt dans votre pays et vous ne voulez pas complètement détruire votre pays, sinon vous allez vous détruire vous-même. Bien souvent, il y a des gens qui vont modérer les ardeurs et les forces démocratiques vont vous permettre de le faire. Et alors, il faut créer un dialogue. C'est très important à l'échelle internationale, parce que dans certains cas, on se rend compte maintenant qu'ils ont eu de l'aide parce qu'ils ont créé des espaces de dialogue. Dans certains cas, ils ne peuvent pas le faire dans leur propre pays. Ils peuvent le faire ailleurs parce qu'ils seraient qualifiés de traîtres par les autres. Donc, la plupart du temps, il s'agit de pourparlers secrets. La coalition des Sud-Africains, par exemple, au début, ils ont eu des pourparlers secrets. Donc, protéger le dialogue est très important et c'est le cas dans tous les pays. Donc, il faut jeter des ponts. Il faut aussi avoir des programmes. Il faut établir un plancher où, si vous gagnez, vous pourrez gouverner. Un cinquième phénomène qui se dégage, c'est le contrôle civil des forces armées et de la police. Normalement, ils sont très ouverts, ils gouvernent ou ils sont derrière le gouvernement. Et on ne peut pas faire face à ces forces militaires autrement. Donc, en mettant les forces armées sous le contrôle des civils, c'est quelque chose de crucial. Dans tous les pays, vous allez voir qu'il y a différentes façons de le faire. Et aussi, dans tous les pays, ça s'est produit, il faut séparer la police des forces armées. Parce que, normalement, dans les dictatures, la police est intégrée aux forces armées. Et on a quand même besoin d'ordre public, il faut des policiers, mais il faut rééduquer les policiers afin qu'ils changent de mentalité de la répression à la protection des citoyens. Et ce n'est pas un processus facile. Par exemple, en Indonésie, celui que j'ai interviewé le décrit très bien, et le président Ramos aussi des Philippines. Il était chef des services de police et il faisait partie du gouvernement du président Marcos, le dictateur. Et il y a des choses très simples. Par exemple, un ministre de la Défense qui est un civil. C'est quelque chose de très crucial dans toutes les transitions. Et c'est ce qui a tendance à se produire. Bien sûr, c'est différent, tout dépendant du pays.
Par exemple, en Pologne, ils n'ont pas eu ce problème parce qu'ils avaient 200 000 soldats soviétiques en Pologne. Et ça dépendait de l'ennemi contre lequel on se battait. Ensuite, il y a la question des constitutions. Normalement, des constitutions sont créées lorsqu'il y a une crise. On ne voit pas une constitution qui est inhérente à la démocratie normalement. Alors c'est un grand défi et ça veut dire qu'il y a une nouvelle vision de la collectivité. Ce n'est pas seulement des petits articles qu'on rédige pour la Constitution, c'est la société qui bâtit quelque chose ensemble. Alors quel est le rôle des services militaires, des droits de la personne, de l'autonomie régionale, des systèmes électoraux et maintenant les problèmes écologiques, du système politique, du rôle de l'État. Dans certains cas, on n'a pas de nouvelle constitution, il faut apporter des modifications. Mais parfois, il y a une nouvelle constitution. C'est le cas pour tous ces pays. Et il faut voir quelles sont les conditions politiques qui sont propices à cela. Et finalement, tout le monde est inclus. On ne peut pas avoir une constitution pour un groupe seulement, il faut que ce soit pour tous. Il faut trouver des mécanismes dans la constitution où on peut résoudre des problèmes de façon qui soit acceptable à tous. Donc, les procédures sont très importantes pour l'adoption d'une constitution. La dogmatique, par exemple. On m'a dit que je devrais dire quelques mots en français. La question de la justice est toujours très importante parce que ça dépend du pays. Il y en a des pays où on signait une loi d'amnistie. Par exemple, en Espagne, il y avait une loi d'amnistie. Et même aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on discute aujourd'hui et les critiques à Felipe González qui sont très fortes du côté des Podemos, par exemple, on dit vous n'avez pas fait ça. Vous avez accepté la loi d'amnistie. Mais quand il explique dans son interview qu'est-ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait, c'était au moment de laisser sortir les gens de son côté qui étaient prisonniers. Donc, les choses se voient d'une façon complètement différente quand vous le voyez 10 ans après ou 20 ans après de ce qui se passait dans ces moments-là. Mais en général, les transitions sont analysées après avec une vision beaucoup plus critique de ce qui s'est passé. Vous croyez que vous avez fait une grande chose et 10 ans, 20 ans après, les jeunes gens vont vous dire vous êtes très conservateur, vous n'avez pas fait tout ce qu'on pouvait. Mais c'est aussi une réalité des transitions. Je me souviens très bien qu'Mbeki a parlé beaucoup de ça. Il m'a dit la critique que nous font, c'est très grande parce que d'abord on croyait que la population noire, c'était les blancs qui contrôlaient tout. Et maintenant, ce sont des noirs qui sont riches. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, toujours il y a une confusion dans les transitions entre la transition politique et la transition économique. La lutte contre la pauvreté, c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'il disait de voir démocratie et développement. Mais ce sont des processus parallèles qui se rétroalimentent, mais ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire parce qu'il y a démocratie, la pauvreté va disparaître. C'est plus facile. Mais... Donc, la Constitution, la justice et la mémoire collective. Maintenant, on travaille plus comment la mémoire joue un rôle très important pour arriver à avoir une démocratie plus forte. Si vous oubliez, ou si les personnes qui ont vécu meurent, et il n'y a pas une projection pour arriver à construire une mémoire collective qui est partie de la richesse du pays, bon, on peut tomber dans le même trou qu'on a tombé avant. Donc la question de la mémoire, I think it's quite important to see how we can manage that. Alors, je pense qu'il est très important de voir comment on peut gérer cela. Et tous les pays, tous les gouvernements
doivent réfléchir à la manière de bâtir des pays. Dans bien des cas, les partis sont très faibles. C'est le problème de l'Égypte, par exemple. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe. Mais le soutien international ou le besoin de renforcer les partis est très important parce que autrement, vous n'avez aucun espace pour la sélection de candidats, la préparation de programmes, l'expansion de sa présence dans la société, l'expression de votre vision dans la société. Donc, normalement, les pays qui commencent maintenant à adopter ces transitions, où les tribus sont importantes, pas les nations. Il y a plusieurs tribus dans une nation. Alors, comment les allier et créer des partis? Et ensuite, les deux derniers. La politique économique. Lorsque j'ai eu cette expérience, et c'est ma conclusion, l'économie n'était pas la force motrice qui a assuré la transition. La transition est vraiment motivée par une volonté de liberté, de paix, de mettre un terme à la haine et à la politisation. Ce sont davantage des principes et le désir de l'être humain d'être libre et de vivre en paix avec d'autres, de façon à ce qu'il n'y ait pas de ségrégation. Ça peut être un obstacle, mais ça peut aussi accélérer les choses. Mais il y a des conditions fondamentales pour faciliter les transitions. Donc, nous l'avons analysé et je pense que c'est l'un des principaux problèmes au Venezuela maintenant. Par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Même chose pour la Constitution. Je me souviens d'une conversation il y a quelques semaines avant les élections au Myanmar du nouveau président. Vous savez qu'il y a un article de la Constitution du Myanmar où on dit qu'on ne peut pas être candidat à la présidence si un de vos enfants ou de vos fils est un étranger. Aung San avait un fils qui a un passeport britannique, je pense. Lorsque le président du Chili, M. Lagos, était là, il a publié un livre en birman et le général commandait tout et il a dit « On se demande si nous allons suspendre cet article de la Constitution, parce que nous avons le droit. Nous pourrions suspendre cela pour qu'elle puisse être présidente. » Ils se sont rendus compte qu'ils ne l'ont pas fait et elle a dû nommer un adjoint qui pouvait devenir président. Alors, c'est pour cette raison que les constitutions sont si importantes, parce que ça vous permet de progresser ou non. Donc, en ce qui concerne l'économie, il vous faut un plancher pour cette transition. Ensuite, nous avons aussi fait une analyse profonde. Nous avons posé des questions au président en ce qui concerne le soutien externe. Dans tous les cas, sauf pour Rawlings, au Ghana, il a dit que ce n'est pas le facteur principal. C'est toujours marginal. Ce qui se passe à l'intérieur du pays est attribuable aux forces qui évoluent à l'intérieur du pays. Pas parce qu'il y a une puissance étrangère qui s'impose. Alors, on lui a demandé pourquoi est-ce que vous avez accepté d'avoir une démocratie qui a des partis multiples. Et il a dit que c'était basé sur des tribus pour donner du pouvoir aux différentes tribus et d'avoir une assemblée qui les réunissait. Et il a dit lorsque on nous a dit qu'on n'aurait pas de soutien économique. Je suis démocratique et j'ai signé une entente avec le FMI. Mais dans tous les cas, c'est à cause de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, ce n'était pas un prétexte, mais bien sûr, il fallait le faire pour que le pays demeure uni.
And you have lots of ways to do. Et il y a beaucoup de façons de le faire. Il faut appuyer les forces démocratiques, il faut protéger les droits de la personne, il faut aider à créer des groupes de réflexion avant que le changement ne soit institué. Et cela peut aider aussi, on peut faire des sondages, on peut apprendre à organiser un parti politique. Il y a bien des choses qu'on peut faire. Donc, vers la fin, nous avons dit, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Quels sont les éléments qui influence votre avenir. Personne n'a dit grand-chose parce que ce sont des gens intelligents. Il est difficile d'imaginer comment les choses vont évoluer. Lorsque Matsuki a dit vraiment, il n'y a pas de problème de terrorisme, il y a la sécurité par opposition à la démocratie. Donc, la sécurité excessive va tuer la démocratie en évolution et la liberté. Alors, le rôle d'islam n'a pas évolué aussi vite que maintenant, à l'époque. Mais on a demandé au seul président que nous avons interviewé qui appartenait à un pays qui a fait cette transition, c'était Habibi. Je me souviens, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe avec l'islam. Il a dit que les défis au Moyen-Orient, avec le printemps arabe, n'est pas un problème islamique. C'est un problème de justice et de distribution équitable. Il y a des gens qui se servent des manchettes concernant l'islam pour avoir plus d'attention, d'argent et de contrôle. Ici encore, on se sert de la religion pour des fins politiques au lieu de la religion en soi. Donc, il y a beaucoup d'autres problèmes en ce qui concerne l'avenir. Les technologies, par exemple, comment vont-elles intervenir? Comment gouverner lorsque les conditions sont beaucoup plus ouvertes? Comment faire en sorte qu'on utilise la technologie où les tribus sont importantes? Il n'y a pas de culture démocratique où il y a des factions qui se battent. D'un autre côté, il y a des facteurs positifs qui n'existaient pas. Par exemple, l'Union européenne qui a joué un rôle lorsque le mur de Berlin est tombé, pour la Pologne ou pour la République tchèque, pour tous les pays d'Europe de l'Est. C'était crucial pour faire avancer la démocratie. Il y a aussi l'Union africaine et les organisations latino-américaines et qui peuvent évoluer en ce sens pour assurer une protection. Et c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque, la création de la Cour criminelle internationale et la possibilité de traduire quelqu'un devant un tribunal à cause d'un génocide. Ça n'existait pas auparavant. Et bien sûr, ça entrave le progrès. Donc, ce sont de nouvelles réalités, mais je suis convaincu que ces conclusions dans le livre seront très utiles pour les gens qui se battent pour une démocratie future dans des pays nouveaux ou des pays comme le Canada, qui les aident à atteindre leurs objectifs. Merci. Is my microphone? Est-ce que mon micro est allumé? Oui, bon, très bien. Alors, merci beaucoup, Sergio. Je vais vous verser un verre d'eau. J'imagine que vous avez soif après cet exposé au sujet de votre livre, que nous pouvons résumer comme faisant partie d'une lecture qui pourrait inspirer et aider les leaders futurs pour les guider
dans cette expérience, vos propres expériences et celles des personnes que vous avez interviewées. Alors, je crois que je vais immédiatement passer aux questions, aux observations de la salle. Je vais demander aux gens de parler au micro. Nous sommes enregistrés pour que nous puissions nous entendre sur le web. Donc, Mark Farron, démographe, santé et développement international. J'aimerais remercier le CRDI et Sergio Bitar pour cet exposé. Je me sens vraiment fortement lié à la transition démocratique au Chili depuis 40 ans. En 1977, je suis allé à Santiago en tant que coopérant de l'ACDI. Je travaillais avec CEPAL ou CELADI en démographie. Et une de mes collègues, c'était la docteure Erika Cowher, qui était médecin en recherche sur la santé publique, m'a invité chez elle un dimanche après-midi et son mari, c'était Dr Pedro Castillo, qui était directeur du service de chirurgie à l'Université du Chili et qui est devenu prisonnier politique plus tard. Ils avaient 5 filles, aucune n'était mariée à cette époque-là. 4 d'entre elles étudiaient la médecine. Et donc, aller chez eux, c'était un peu comme avoir un cours en médecine avancé. Mais c'était des gens qui travaillaient très activement. On a discuté de tout une fois qu'on avait accès ou qu'on avait la confiance des gens-là, on pouvait discuter. Et je dois dire que maintenant, une de ces filles est la ministre de la Santé du Chili. Donc, je crois que le Chili a beaucoup progressé. Et je crois que ces histoires de la transition sont très importantes. Et moi, en 1977, j'étais étranger, je suis arrivé, j'ai vu un pays qui était très divisé. Ah, vous êtes un étranger, donc vous devez être soit pour ou contre. Et nous, on devait vraiment danser un peu sans prendre parti. Et c'est beaucoup plus facile d'être dans quelque chose que pour quelque chose. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette réconciliation? Vous avez parlé de dimension politique, institutionnelle, économique, tout ça c'est important, mais à la fin, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur des gens, cette question de réconciliation. Alors, qu'est-ce qui s'est bien fait et qu'est-ce qui reste encore à faire pour passer cette réconciliation? Merci pour cet exposé. Je suis Gerald Smith, analyste en affaires internationales. Donc, j'étais en Mongolie en juillet dernier, pendant la célébration nationale en Nadang. Ma compagnie était belge. C'est intéressant d'entendre les interventions du ministre, de l'ancien ministre de la Belgique et de la Mongolie aussi. On est tous ici en solidarité avec ce qui s'est passé en Belgique, à Bruxelles. J'ai une question pour M. Bitar. Si on pense à ces 10 leçons apprises des chefs d'État que vous avez tirées de cette analyse comparée, je crois que ça a beaucoup de bon sens et ceci confirme des constatations de beaucoup d'étudiants du développement international. Mais en même temps, nous vivons dans un environnement beaucoup plus complexe dans beaucoup d'endroits pour cette transition démocratique continue. Il y a plusieurs revers. Il y a cette tentation d'accéder à un autoritarisme et on veut décourager le tourisme aussi de plus en plus. Alors nous avons des chercheurs comme Larry Diamond, Thomas Crothers aux États-Unis qui posent toutes sortes de questions sur la démarche de leur propre pays, des États-Unis, quant à la promotion de la démocratie. Et au Canada, on a observé qu'on s'est retiré de ce domaine. L'ancien gouvernement a fermé le groupe Droit et démocratie à Montréal en 2012. Je suis d'accord avec vous que ces transitions démocratiques doivent être vraiment provoquées
par ce qui se passe au pays, mais ma question est qu'est-ce qu'on fait avec le soutien étranger pour ces transitions maintenant? Et est-ce que vous pensez, vous avez des idées sur ce qu'un intervenant tel que le Canada devrait faire dans le contexte actuel pour appuyer les forces démocratiques dans des pays autour du monde? Merci. Nous allons aussi prendre 2 autres questions parce que j'aimerais que vous réfléchissiez aux questions à répondre. Donc, l'ambassadeur de la Suisse au Canada, merci beaucoup pour une introduction très intéressante à un sujet qui est crucial pour nous tous. Vous avez mentionné le besoin d'inclure une voie de réconciliation pour vraiment disperser les conséquences de conflits. Alors, dans mon expérience, il y a toujours cette question de composer avec les expériences difficiles du passé. Nous avons vu plusieurs tentatives par d'autres partenaires ailleurs pour appuyer certains pays ou même parfois exercer des pressions sur ces pays en ce qui a trait à composer avec les conséquences du passé ou les conflits du passé. Est-ce que vous aurez observé des pratiques exemplaires de ce côté-là? Ou même pour poser ma question encore plus précisément, est-ce que c'est une nécessité absolue de composer avec le passé ou est-ce que vous diriez qu'il pourra être souhaitable afin de conserver le récit narratif de ce changement vers la démocratie, de laisser le passé de côté? Alors ça, c'est une question qui est très importante pour nous. Alors, merci, je vais changer ma décision. On va vous entendre après que Sergio ait répondu à ces 3 questions. Donc, pratique exemplaire du côté de la réconciliation avec le passé et aussi quel soutien externe serait utile. Donc, je vais répondre cette question en ce qui a trait à la réconciliation. Je ne vais pas répondre avec la logique seulement, mais plutôt je vais parler du cœur. Moi, je ne sens pas qu'il y a une réconciliation dans mon pays et je n'ai pas besoin de ça. Je crois que c'est quelque chose une expression qui provient de l'Église chrétienne. Être réconcilié, c'est vraiment, ça veut dire que l'autre vous demande de le pardonner. Personne ne m'a demandé de le pardonner. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, beaucoup de droits humains, droits de la personne qui ont été violés. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est créer des conditions favorables à l'unité dans le pays, que les gens vont vivre ensemble, vont créer des normes institutionnelles qui peuvent composer avec cette polarisation. Donc, je peux reconnaître une autre personne, je peux travailler avec l'autre et je ferai de mon mieux pour qu'on le fasse ensemble. Entre autres, on ne peut pas être un leader politique si on a une âme pleine d'éléments négatifs. On ne peut pas dire unissons-nous si on a de la haine dans notre cœur. On doit vraiment surmonter cela soi-même et on doit le faire de façon politique aussi. Je crois que dans mon pays, on a réussi à le faire. Alors probablement que quelqu'un va me demander de le pardonner. Je peux dire bon, mais personne ne vient me voir. Non, je ne vais pas dire je pardonne tout le monde et je me sens réconcilié avec tout le monde. Il n'y a pas de besoin politique pour cela. Ce qu'il faut faire, c'est créer des conditions pour que les gens puissent se réconcilier. Mais là, il s'agit d'une décision personnelle. Je crois que mon pays se porte beaucoup mieux maintenant, mais
c'est toujours une situation qui existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça? Il faut mettre fin à la polarisation. On doit créer des conditions politiques pour la compréhension. On doit mettre en place une culture pour que les gens puissent entendre. Je sais que chez nous, nos citoyens se critiquent. Ils critiquent les coalitions. Ils vont dire, bon, si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous n'êtes pas assez fort. Bon, alors moi, je crois pas. Vous avez vos idées, mais je veux discuter avec vous. Mais je veux que chaque fois qu'on prend un pas, que ce soit un pas fort, un pas solide, pour qu'on n'ait pas besoin de reculer après. Et l'autre chose, c'est que ça dépend du pays. Dans beaucoup de pays, les violations des droits de la personne, c'est une question très importante. Alors moi, je crois que si une démocratie n'est pas capable de faire face à la justice, les gens n'y feront pas confiance. J'en suis convaincu. Et je confesse aussi que souvent, quand j'étais au Sénat, et je pensais, bon, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, et encore, on est en train de faire ça, et ce gars-là, il a été mis en prison, et j'avais beaucoup de pression pour qu'on dise, bon, voilà, finissons-en, bon, 2 ans, 3 ans encore, et ça sera fini. Donc, cette tentation existait. Mais on avait un mouvement de femmes qui appuyaient les droits de la personne, qui ne voulaient pas accepter cela. Et elles avaient pas mal de pouvoir. Donc, on ne l'a pas fait. On continue à aller de l'avant. Et je sais que demain, il y aura d'autres sanctions. La justice doit régler des problèmes d'il y a 14 ans. Mais ma conclusion personnelle, c'est que ça a été très positif pour la démocratie. Vous savez que les institutions s'en occupent. Vous n'êtes pas obligé de sentir un besoin de vengeance dans votre propre cœur. La justice s'en occupe et les conditions vont s'améliorer. Donc, c'est une façon de le faire. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est cette question de mémoire. Et ça, c'est un problème en Amérique latine. Si un pays perd sa mémoire, il va répéter les mêmes erreurs et il y aura les mêmes horreurs. Donc, pas seulement erreur, mais horreur. Alors, ça, on en a besoin. Dans certains pays, par exemple, au Brésil, il y a eu une amnistie. Il s'est passé rien plus tard. Et Dilma a cherché à créer une nouvelle commission pour réexaminer ces cas au cours des 3 dernières années. J'ai parlé au gars qui était le secrétaire du comité et il a dit qu'il a reçu beaucoup de menaces de mort, mais ça n'a pas progressé. Les gens en Argentine ont progressé, ils ont arrêté le progrès, mais ensuite ils ont avancé très rapidement. Ils ont emprisonné le Rimaluela, le gars qui était le défendeur de la junta. En Espagne, il a eu une amnistie. En Pologne, Mazowiecki, quand on l'a interviewé, il a dit, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y en est des droits de la personne. Alors quand on a une occupation, les choses sont différentes. Donc il a cerné une politique qui était la ligne épaisse. Il a dit 2 ou 3 mois après qu'il est arrivé au pouvoir, ça sera une ligne épaisse. On va traverser cette ligne, franchir cette ligne et on va bouger vers l'avenir. On ne va pas parler du passé. Le Chili a créé une commission de vérité et de réconciliation. Et ensuite, Mandela a demandé aux gens du Chili d'aller en Afrique du Sud et eux aussi, ils ont créé une commission de vérité et réconciliation. Et il y a au moins 20 à 30 pays en Afrique qui ont ces comités de vérité et de réconciliation, mais chaque interprétation de l'objectif de cette commission est différente. Ce qui a été fait dans notre cas, c'est une liste de personnes, et c'était ça, et c'est passé au système juridique, et là, ils ont fait des recherches et ils ont mis des personnes en prison. En ce qui a trait à l'Afrique du Sud, d'après ce que j'ai compris, ils sont pris pour que les gens qui figuraient à cette liste
soient obligés de reconnaître ce qu'ils avaient fait, et c'était tout. Donc, ça dépend de chaque pays. Donc, c'est ma perception. La démocratie exige qu'il y ait de la compréhension, qu'on travaille ensemble, qu'on mette fin à la haine. Et c'est ça qu'il faut favoriser pour une démocratie. Et chacun peut penser, bon, je pardonne pas, je suis réconcilié ou non. Au Chili, on a écrit un livre l'année passée. Ils ont demandé à beaucoup de leaders, est-ce que vous vous sentez réconcilié? Et j'ai répondu ce que je vous ai dit. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils l'étaient. Donc, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qu'il y en est du soutien de l'étranger? Bon, alors, à l'heure actuelle, je dirais qu'en premier lieu, il faut être présent. Donc, si vous voyez des gens qui arrivent chez vous d'organismes démocratiques qui cherchent à ouvrir de l'espace, ils vont financer un colloque, une discussion, ils vont soutenir un parti politique. Ça, ce sont eux qui le font. C'est parce qu'on doit vous demander de le faire, mais il faut y aller. Créer des institutions internationales qui préconisent la démocratie, qui vont menacer quelqu'un qui va violer les droits de la personne. Donc, il y a un groupe dans les Nations Unies qui pourrait être utile. Ça aussi, c'est très utile. Et aussi la protection de certaines personnes. Par exemple, je ne suis peut-être pas d'accord avec Leopoldo López, le gars qui est emprisonné au Venezuela. Je ne suis pas d'accord avec ses convictions politiques, mais le fait qu'il soit emprisonné, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas emprisonner ce gars-là parce qu'il menace quelque chose. Donc, des pressions internationales à cet effet seraient très importantes. Les gouvernements sont très sensibles aux pressions internationales en ce qui a trait aux questions de justice et des droits de la personne. Donc, voilà certains aspects. Donc, vous pouvez vous servir d'instruments internationaux que vous n'aviez pas avant. Et vous pouvez aider ces groupes de réflexion, par exemple, à progresser. Et vraiment, il faut examiner chaque situation. Mais il faut créer des liens de confiance avec des gens au pays qui vont venir vous demander pour le soutien. C'est pas que vous vous rendez là-bas pour dire ce que vous pensez qu'ils devraient faire. Donc, vous avez une question? Je suis Bob Darling, ancienne présidente du Conseil international canadien à Ottawa et consultante en gouvernance stratégique dans le monde en développement. Je m'excuse. Malheureusement, j'étais en retard, mais j'ai quand même eu l'occasion de lire une partie de votre matériel plus tôt. Je trouve qu'en général, ce qu'il faut dire, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est très utile, mais d'après mon expérience, il y a un domaine qui est très problématique, c'est-à-dire lorsque, et ça revient à votre commentaire sur ce que la dynamique politique, parce que c'est celle-là qui provoque la transition, le changement. Si vous regardez les trois piliers de l'économie, il y a le politique et je vais au-delà de la politique, plutôt de la distribution des pouvoirs. Dans tous les cas, on essaie de voir lequel des trois piliers entraîne l'instabilité qui amène le changement. Et dans mon cas, j'ai vu des situations où l'économie commence à être en déclin d'une façon ou d'une autre. La distribution des pouvoirs qui peut être très remplie de failles, la religion, la distribution du revenu. Il peut s'agir de relations externes aussi. Ça peut être des choses qui se passent en dessous de la table, au-dessus de la table. Mais si vous prenez tous ces facteurs confondus, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'un changement dans la distribution des pouvoirs, surtout du côté économique, et particulièrement lorsqu'il y a une autocratie
démocratie. Et si vous avez le pouvoir qui vous permet de faire quelque chose qui déstabilise le gouvernement, mais je généralise un peu en ce qui concerne les changements politiques et économiques. Alors, ce sera notre dernière question cet après-midi. Merci. Ruby Barrett, je suis de l'Université d'Ottawa. J'enseigne là-bas. J'ai dirigé des recherches sur le développement après des conflits. Ce que j'ai remarqué dans la présentation, c'est qu'il y a un sous-entendu. Il y a des leaders qui veulent le changement. Alors, que faites-vous lorsque un leader ne veut pas nécessairement de changement? On peut peut-être travailler avec eux pour les inviter à faire des changements de façon behaviorale. Est-ce que vous pensez que les transitions démocratiques en Afghanistan ou au Liban qui ont échoué et un peu partout, c'est une question de contrôle de pouvoir ou de l'État? La liste est très longue. Alors, l'élément clé, c'est le comportement des leaders qui sont passés d'une position de pouvoir où il y a une transition où ils sont arrivés au pouvoir, où ils ont accédé au pouvoir. Alors, s'il y avait un facteur déterminant, quel serait-il? Je vais vous montrer ici une diapo que je n'ai pas montrée. Ce sont les chiffres concernant la progression de la démocratie. Donc, le trait bleu est de 1950 à 2010. Les démocraties, d'après cette source. L'autocratie est en vert. Donc, il y a aussi un système hybride, les anocraties, et ceci a été établi selon l'indice démocratique. Il y a 50 pays qui ont des régimes autoritaires. Donc, lorsque j'ai vu la liste, j'ai dit, bon, il y a encore pas mal de travail à faire. 50. Sur 180, seulement 20 sont considérés comme des démocraties. Et il y en a encore 40 ou 50. Et mon pays, dans ce groupe, je pensais qu'on était dans les 20. Majority of those are Africa. Alors, ce sont des démocraties viciées en Asie et en Afrique. Et c'est très différent de l'Amérique latine ou de l'Europe parce que les cultures sont différentes. Ça dépend aussi de la manière dont on y fait face. Je ne les connais pas très bien, je voulais vous le montrer, mais cela étant dit, en ce qui concerne la question de la distribution des pouvoirs, de l'économie et des réussites et des échecs. Le principal problème en Amérique latine, c'est la distribution des pouvoirs et la concentration du pouvoir et le lien entre la concentration de la richesse et la politique. Alors, la grande lutte qui a lieu au Brésil ou au Mexique, d'une façon ou d'une autre, la lutte à la corruption. Que veut dire la corruption? C'est-à-dire l'usage du pouvoir et du pouvoir économique et politique pour s'avantager soi-même et défavoriser d'autres personnes. Bien souvent, ce sont des gens de race blanche qui sont plus instruits, plus scolarisés. Donc, c'est une question de distribution de pouvoir politique ou économique dans d'autres pays, à cause de ce lien entre la politique et l'argent. Alors, je pense que c'est un gros problème qui s'annonce
Et c'est pire que jamais. Et pour avoir une meilleure redistribution des richesses, il faut changer la structure du pouvoir et pour faire des progrès économiques et avoir une meilleure distribution de la richesse. Et donc, il y a ce lien entre l'économie et la distribution des pouvoirs. Donc, ce que j'entrevois maintenant, c'est plus de progrès en ce qui concerne les nouvelles institutions qui vont donner plus de pouvoir aux citoyens, plus de contrôle sur l'argent. Dans notre cas, nous venons d'adopter une loi il y a un mois qui limite les contributions aux partis politiques durant les élections de la part d'entreprises. Je ne sais pas comment ils vont financer leur campagne, mais nous avons augmenté la participation fiscale en ce qui concerne les campagnes électorales. Alors ça, c'est une chose. Nous avons analysé 9 réussites, mais il y a beaucoup de cas d'échecs. Et pourquoi est-ce qu'il y a échec? Il n'y a pas de règle générale. C'est quelque chose de très complexe. Il faut avoir des critères. Mais je dirais que d'abord, c'est un long processus. Il n'y a pas de magie en démocratie. Il faut bâtir une culture, une institution, un mode de vie. Donc, dans le monde arabe de nos jours, on ne peut pas dire que c'est mort. Un ami belge, Yves, qui s'appelle Côte-le-Bœuf, il a écrit quelque chose de très intéressant. Et il a dit, pourquoi est-ce que vous critiquez autant le printemps arabe et les changements? Regardez ce qui s'est passé après la Révolution française. Ils ont mis 70 ans, 80 ans à changer. Il y a eu 5 ou 6 nouvelles constitutions au cours de cette période. Et après Napoléon, il y en a eu d'autres. Donc, ça prend du temps. Mais il me donnait l'exemple pour le faire remarquer. Donc, le temps est important. C'est pour cette raison qu'il faut être persistant et il faut que les organisations internationales continuent d'œuvrer en ce sens. Et il faut tenir compte des tribus et des nations. Quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, mais je pense qu'en Afrique du Sud, ça a été un facteur très important, même au Myanmar. Si vous regardez la carte, il y a tellement de différents groupes et langues. Alors, ce n'est pas facile. Mais il y a aussi l'Inde. Combien y a-t-il de langues et de groupes? C'est une démocratie qui existe pour plus d'un milliard de personnes. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier tous d'être venus cet après-midi. Merci d'avoir participé à la conversation. Messieurs et mesdames les députés, membres du corps diplomatique, merci beaucoup. Yves. Beaucoup d'avoir publié ce livre. Sergio, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi de nous parler du livre. You are making reference to the French Revolution. Vous avez fait référence à la Révolution française et je ne pouvais pas oublier le fait que vous êtes aussi ingénieur. Et après la Révolution française, il y a eu ces tribunaux populaires. Et là où on interpellait les prêtres à comparaître et on les avait accusés de crimes contre le peuple. Et ces tribunaux populaires ont dit, bon, il faut l'envoyer à la guillotine. Les prêtres sont allés à la guillotine, le bourreau a tiré sur la corde, mais la lame s'était coincée, donc c'était la grâce. Et ensuite, il y avait l'avocat qui était corrompu et c'est lui qui avait pris une décision contre le peuple. Et devant le tribunal, l'avocat a été jugé pour ses crimes et on l'a envoyé à la guillotine. Là encore, le bureau a tiré sur la corde, la lame s'est coincée et lui aussi, il a été gracié. Il y avait vraiment dans la foule. Et là, c'est l'ingénieur qu'on a appelé à comparaître. Et le tribunal l'a jugé. Et on l'envoie à la guillotine. Il va à la guillotine. Il dit «
Ah là là, je vois où est le problème. Eh bien, vous nous avez montré, Sergio, que vous êtes ingénieur. Vous avez montré où est le problème. L'humilité dont vous faites preuve, la tolérance aussi, quand vous avez entendu répondre à cette question au sujet de la réconciliation. Ça prend plus que la logique, ça prend le cœur, ça prend la pratique et ça exige aussi une vision pour l'avenir. Et ça, vous nous l'avez amplement fourni aujourd'hui. Merci beaucoup.